tous, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour ce nouveau live Startup sur WeSeed. J'ai le plaisir d'accueillir Sandra et Florence, les dirigeantes de la société Glowy, actuellement en collecte sur la plateforme. Donc, avant de leur passer la main, un peu plus de précision sur le déroulé. Donc, à la suite de mon introduction, Sandra et Florence présenteront plus en détail l'activité de la société Glowy et les enjeux de la levée de fonds en cours sur la plateforme WeSeed. Et dans un second temps, nous passerons à la phase de questions-réponses. À cet effet, si vous avez des questions, vous pouvez les poser via le bouton Q et R que vous pourrez retrouver en bas au centre de votre écran. Vous les tapez sur votre clavier, vous me les envoyez et ensuite, je me chargerai de les poser à Sandra et Florence qui se chargeront d'y répondre avec grand plaisir. Je laisse la parole maintenant aux dirigeantes et je vous retrouve après. Bonjour à tous, merci Bastien pour l'introduction. Alors, on va vous partager l'écran pour que vous ayez les images. Bastien, est-ce que vous me confirmez qu'on voit bien l'écran partagé? Je vous le confirme. Super. Chez Glowy, notre métier, c'est de disrupter l'industrie de la lumière par le phénomène de bioluminescence. Et la première question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à changer les méthodes d'illumination de nos villes? Tout simplement parce que l'objectif est d'avoir un impact positif sur, d'une part, la consommation de ressources limitées, puisqu'aujourd'hui, notamment les LED sont faites à partir de métaux rares, donc des ressources qui sont précieuses et qui sont, comme leur nom l'indique, rares, qui ont des processus d'extraction très lourds. Ensuite, c'est avoir un impact positif sur la production de déchets non recyclables, puisque ces matériaux-là ne sont aujourd'hui pas recyclés. Et donc, en fait, en produisant de la lumière, on produit des déchets non recyclables. Ensuite, c'est aussi avoir un impact positif sur la biodiversité. La lumière a un impact aujourd'hui à la fois dans ces processus d'extraction et de transformation sur la biodiversité, puisque 90% de l'impact environnemental et de la disparition de la biodiversité vient de notamment le process d'extraction des matériaux. Et puis ensuite, il y a le phénomène de pollution lumineuse qui dérange les insectes, les oiseaux et qui, du coup, vraiment créer un dysfonctionnement dans nos écosystèmes. Et puis enfin, il y a un sujet très important qui est lié à la lumière, c'est l'attractivité économique des villes. La lumière a un grand rôle à jouer dans la manière dont la ville est perçue et donc dans la manière dans laquelle les citoyens vont s'y déplacer, vont s'y sentir bien et donc forcément vont consommer, vont s'y installer, etc. Et donc changer nos méthodes d'illumination, c'est aussi s'intéresser à avoir une meilleure attractivité économique pour nos villes, ce qui est évidemment un gros enjeu pour eux. Alors, Glowy, là-dedans, se positionne avec une proposition de valeur qui est vraiment unique pour la ville de demain en utilisant donc la bioluminescence avec un objectif de passer vraiment de la nature à la ville de demain en passant par le laboratoire. La bioluminescence, c'est la production de lumière biologique par un grand nombre d'organismes vivants. Et l'avantage de cette lumière, c'est qu'elle va être biosourcée et biodégradable, puisqu'elle va être vraiment faite de bactéries bioluminescentes. Ensuite, on va avoir une lumière qui est liquide, et donc il va être capable de s'intégrer à différents types de formes et de surfaces pour vraiment délimiter l'espace nocturne au plus proche des usages réels, et donc sortir du schéma très traditionnel aujourd'hui, qui est répliqué partout, qui a notamment été fait pour la circulation en voiture, de lampadaires qui sont à telle distance les uns des autres, qui sont très hauts et qui sont des points lumineux très fort. L'objectif, c'est vraiment de délimiter l'espace différemment pour se sentir mieux, avoir un impact qui est aussi moindre sur la nature. Et puis, cette lumière, elle a la capacité d'être cette lumière qui est vraiment très douce, qui est très diffuse et qui est vraiment porteuse d'un imaginaire extrêmement puissant et positif, qui est l'imaginaire de la luciole, l'imaginaire des abysses. Et en fait, cet imaginaire-là, l'association qu'on va pouvoir faire avec la bioluminescence dans la ville va créer vraiment des ambiances très différentes, très nouvelles et beaucoup plus attractives, beaucoup plus sereines. Et donc, c'est évidemment une des grandes qualités qu'a cette lumière assez magique. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière Glowy? C'est déjà une technologie qui est brevetée, qui est unique et qui donc utilise des bactéries marines bioluminescentes. Alors, il faut savoir que la bioluminescence, elle existe chez beaucoup d'organismes vivants. Sur Terre, il y a des lucioles, les champignons, les vers luisants, et puis il y a aussi plus de 80% des organismes marins qui sont capables de produire cette lumière biologique. Et la bioluminescence, elle est présente soit dans l'ADN même des espèces, soit dans des organes qui sont composés de bactéries bioluminescentes,
où là, on est donc à l'échelle du micro-organisme. Et donc, nous, ce sont ces bactéries-là qu'on utilise, qui vivent traditionnellement en symbiose chez des poissons ou chez des calamars. Et c'est la base de la matière première de Glowy. Avec cette matière première, on a développé en fait une expertise assez importante qui est vraiment multiple, à la fois sur la sélection de ces bactéries bioluminescentes, déterminer quelles sont les meilleures bactéries bioluminescentes, à la fois avec un travail bibliographique, mais aussi avec un travail de test en laboratoire. Ensuite, on a développé vraiment une expertise autour de la maîtrise des conditions de culture, avec vraiment là de la recherche, ce qu'on appelle en bioprocédés, pour définir les meilleures conditions de culture de ces bactéries pour qu'elles produisent en fait la meilleure lumière possible. Ensuite, on va dessiner des produits et concevoir des produits de lumière en continu qu'on va automatiser pour les rendre plus facilement opérables et limiter au maximum en fait la maintenance humaine, d'avoir vraiment des produits qui sont autonomes dans leur fonctionnement et qui font évidemment de la lumière en continu. L'objectif in fine de tout ça, c'est évidemment de développer une gamme de mobilier urbain bioluminescent. Et donc aujourd'hui, on est en pleine création de ce catalogue de produits pour intégrer la ville de demain et changer vraiment les méthodologies d'illumination en donnant finalement une nouvelle philosophie d'éclairage à l'intérieur de ces villes. Juste une petite vidéo rapide pour que vous voyez un petit peu le rendu de la bioluminescence sur différents types de surfaces et que vous vous rendez compte qu'en fait, on peut faire beaucoup de choses avec la bioluminescence et que du coup, ça devient une matière première très intéressante à travailler. Donc là, par exemple, c'est une petite fontaine bioluminescente. Donc, c'est vraiment, vous vous rendez compte là de l'aspect liquide de cette lumière. Vous voyez qu'en fait, la luminescence s'allume quand elle est agitée et donc on peut créer aussi du mouvement dans cette lumière. On peut faire des tuyaux qui nous permettraient de faire des cheminements, des tubes. On peut en fait vraiment réfléchir de plein de manières différentes à l'utilisation de cette bioluminescence pour redessiner nos paysages nocturnes. Alors, en ce qui concerne les barrières à l'entrée, donc ça fait 7 ans maintenant que Glowy travaille en ayant bâti vraiment des solides barrières. La première barrière, c'est vraiment une avance technologique qu'on a aujourd'hui, 3 brevets, mais surtout 7 ans de savoir-faire. Et en biologie, ça compte beaucoup parce que 7 ans de savoir-faire, ça représente des milliers et des milliers d'expérimentations, d'expériences, de manipulations sur le vivant. Et même avec beaucoup de sous, c'est assez difficilement compressible de toutes ces expériences-là et l'expérience qu'on a pu du coup acquérir de toutes ces manipulations. La deuxième chose, c'est qu'on a créé une avance commerciale en termes d'image de marque. On est les premiers au monde à commercialiser des systèmes de bioluminescence. On a acquis une crédibilité et une reconnaissance internationale avec plus de 20 prix d'innovation qui nous ont été décernés, dont des instituts très connus comme le MIT Technology Review ou comme Forbes 30 Under 30. Toute cette médiatisation et ces prix nous ont permis d'avoir un référencement naturel qui est très fort, qui fait qu'aujourd'hui, on est contacté par le monde entier et on est la référence dans le domaine de la bioluminescence, ce qui nous apporte évidemment beaucoup d'opportunités. Et c'est vraiment une barrière à l'entrée qui, du coup, prend du temps aussi à franchir pour des potentiels concurrents à venir. Et la dernière barrière à l'entrée qui est intéressante, c'est qu'aujourd'hui, nous, on utilise des bactéries qui sont naturellement bioluminescentes. On ne fait pas de modification génétique. Et ça, c'est important de le savoir parce que réglementairement parlant, aujourd'hui, c'est complètement bloqué sur la modification génétique. Et les projets qui naissent avec la même philosophie pour les mêmes cibles, souvent, elles travaillent sur des plantes bioluminescentes qui sont génétiquement modifiées. Et donc, aujourd'hui, c'est totalement incommercialisable en Europe. Il y a certains pays qui le permettent, mais aujourd'hui, de toute façon, ces technologies de plantes modifiées ne peuvent pas être commercialisées en Europe. Donc là, ça nous crée vraiment un vrai avantage concurrentiel là-dessus. Et enfin, donc, comme je vous disais, Glowy, c'est vraiment une entreprise qui a été reconnue leader du secteur par un écosystème global de soutien, à la fois par nos prix d'innovation, à la fois par un soutien financier d'acteurs publics à l'échelle européenne d'abord, puisqu'on est soutenu par la Commission européenne avec un gros financement, une grosse subvention dont on reparlera plus tard d'1,7 million qui nous a été versée il y a 1 an. Et après, à l'échelle un peu plus locale avec BPI France, la région Île-de-France ou l'ADEME qui nous ont du coup mis à disposition des subventions pour pouvoir faire avancer le projet, notamment sur la recherche. Et enfin, comme je vous disais, beaucoup de parutions médias. On a la chance aujourd'hui de ne pas avoir mis de budget sur cette communication et ce marketing et d'avoir vraiment un effet boule de neige qui est très intéressant depuis quasiment 7 ans. Et ça nous donne évidemment une visibilité qui nous apporte beaucoup d'opportunités entrantes et qui vraiment crée une crédibilité assez solide dans le monde de la lumière comme dans le monde de l'industrie ou dans le monde de la biotech. Je vais laisser Florence continuer. Oui. Alors, aujourd'hui, là, on a atteint vraiment une maturité technologique qui nous permet de nous projeter dans le milieu de l'urbain pour être compétitif. Donc, on est vraiment à un point de bascule entre la phase de prototype de laboratoire et la phase de déploiement commercial. Parce que d'abord, on a atteint une intensité lumineuse qui nous permet vraiment de nous intégrer dans le paysage urbain et de montrer que la bioluminescence a toute sa place et a une vraie valeur ajoutée. Pour ceci, on a fait plusieurs tests, notamment en 2021, où on a fait des expérimentations dans le milieu urbain
et les villes nous ont fait des retours comme quoi vraiment elles voyaient toute la valeur ajoutée que pouvait apporter cette typologie de lumière. Ensuite, on a conçu des produits qui sont entièrement automatisés. Donc, nos systèmes bioluminescents sont des systèmes connectés dont les paramètres se réajustent en fonction des conditions extérieures et des conditions de la culture bioluminescente. Et ça nous permet vraiment de limiter drastiquement les coûts d'opération du produit et la maintenance humaine associés. Et enfin, on a développé un prototype testé dans notre laboratoire qui nous a permis de valider l'ensemble des fournisseurs qui vont nous accompagner sur le projet d'implémentation du premier mobilier urbain bioluminescent au monde qui va être installé à Rambouillet en septembre prochain. Donc Glowy, on opère sur un marché en forte croissance, donc le marché de l'éclairage qui est scindé en 3 typologies de sous-marchés. Le premier, c'est sur la partie produit, donc les fabricants de lumière. Le deuxième, c'est sur la partie infrastructure avec les architectes, les aménageurs, les constructeurs. Et enfin, il y a la partie service avec les opérateurs de lumière qui opèrent les systèmes d'éclairage. Ces 3-là sont dimensionnés à une hauteur de plus de 1 milliard d'euros à l'échelle européenne. Et donc, Glowy opère vraiment à la croisée des 3. On peut pénétrer les 3 typologies de marché en fonction de notre business model et de la maturité technologique de notre produit. Et aujourd'hui, on parle avec l'ensemble des acteurs de ces 3 marchés. En 7 ans, on a démontré vraiment une forte traction qui démontre un marché qui est en attente. D'abord parce qu'on a généré plus de 600 000 euros de revenus sur les 7 premières années de Glowy. Et ça, c'est assez unique pour une boîte qui fait de la biotech et qui fait de la R&D. Ça montre vraiment notre capacité à commercialiser et à vendre nos produits. Ensuite, on a signé un premier contrat de marché public innovant avec la ville de Rambouillet, comme je parlais tout à l'heure, à hauteur de 100 000 euros, qui nous permet de nous lancer et d'implanter le premier mobilier urbain bioluminescent. Et enfin, grâce à la médiatisation générée par Glowy et à notre crédibilité, on génère beaucoup d'appels entrants, donc plus de 200 en 2021, qui montrent vraiment que le marché est en attente et attend que notre solution soit prête pour nous déployer et acheter tout simplement nos produits. Et enfin, on a un pipe commercial de plus de 8 millions d'euros avec 56 prospects sur différentes typologies de produits et différentes typologies d'acteurs qui reprennent les 3 segments de marché que je présentais tout à l'heure. Et juste pour compléter, par exemple, à l'échelle d'une collectivité, on ne va pas s'intégrer sur un mobilier urbain comme on le fait avec Rambouillet. Les programmes d'expérimentation nous permettent vraiment de nous déployer par la suite. Donc, une ville, son besoin, c'est à l'échelle de centaines de points lumineux et pas d'un seul. Et ça nous permet vraiment de générer un upsell rapide et une scalabilité sur notre business model. Quand on parle de business model, nous, l'ambition de Glowy, c'est vraiment de faire en sorte que la bioluminescence devienne un standard sur le marché de la lumière, au même titre que la LED qui a mis à 50 ans à pénétrer le marché. Nous, notre ambition, c'est de pouvoir pénétrer ensuite toute typologie de produits. Et pour ce faire, on a un go-to-market en 3 étapes, 3 évolutions de notre business model qui accompagnent la maturité technologique du produit. D'abord, on fait de la vente directe aux collectivités qui nous permet d'engendrer rapidement du chiffre d'affaires, mais également de convaincre l'utilisateur final qui va répercuter sa demande sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Ensuite, on va s'intégrer directement la gamme de produits et services d'opérateurs de lumière qui œuvrent déjà en fait sur tout le territoire pour aller opérer tout simplement des systèmes lumineux qui sont créés et fabriqués par d'autres. Et donc nous, l'idée, c'est vraiment d'utiliser leur force commerciale et opérationnelle pour nous déployer et scaler rapidement, et également réduire les coûts d'acquisition client et d'opération des systèmes qui sont entièrement pris en charge par ces opérateurs. Et enfin, la dernière étape, c'est de licencier notre technologie en modèle de type SaaS pour pouvoir la vendre directement à des fabricants de mobilier urbain qui intégreront notre technologie dans leurs produits. Et donc, l'idée derrière ça, c'est de nous séparer de cette brique de design et de conception pour nous concentrer sur ce qu'on fait le mieux, qui est la brique technologique de la bioluminescence, afin de massifier notre impact, de vendre à grande échelle et également de maximiser notre marge sur notre valeur ajoutée qui est chez Glowy. Alors derrière ça, donc on ne s'est pas présenté au début, je suis désolée, je suis rentrée directement dans le dur. Donc moi, je suis Sandra, je suis la fondatrice et CEO de Glowy. J'ai un parcours de designer à l'origine et ça fait maintenant 7 ans que je suis donc à la tête de Glowy. Florence, peut-être je vais te présenter. Oui, donc moi, j'ai rejoint Sandra en 2019. J'ai un parcours d'ingénieur agronome et j'ai commencé dans l'industrie agroalimentaire chez Unilever et chez Coca-Cola. Et ensuite, j'ai monté ma boîte et
lorsque je l'ai revendu, j'ai rencontré Sandra juste à la suite de ça et donc j'ai rejoint l'équipe en tant que directrice d'opération pour exécuter la stratégie de l'entreprise et en tant que CFO pour gérer les finances et la levée de fonds. Et donc, dans l'équipe de direction, on a également Stéphane qui travaille à nos côtés, qui est lui aussi un ancien entrepreneur et qui est polytechnicien, qui a un doctorat en physique et qui a travaillé en fait les 20 dernières années à manager des équipes de R&D dans la deep tech, la biotech et la medtech. Donc, il a un profil très diversifié en termes de technologie, ce qui est intéressant parce qu'on ne touche pas qu'à la biologie chez Glowy, on touche aussi, comme on vous disait, à des sujets d'automatisation, de procédés. Et donc, pour transformer ce concept biologique en produit, c'était important qu'on ait toutes ces compétences en interne. Et donc, on est accompagné, on est aujourd'hui 15 personnes chez Glowy, avec une grosse équipe technique notamment, mais aussi des équipes en design, en communication et en business développement. Et on est accompagné depuis le départ par des conseillers d'expérience dans tous les domaines, à la fois soit par nos investisseurs déjà existants, soit des conseillers qui nous ont aidés depuis le départ, notamment sur les sujets RH, par exemple, qui sont extrêmement importants avec des équipes qui grandissent et qui doivent durer sur le long terme. En termes de financement, donc on a un besoin total de financement de 4,3 millions pour financer ce programme et donc déployer sur le marché. Sur ces 4,3 millions, en fait, on a 1,7 million qui ont déjà été touchés, validés, etc., qui sont la subvention européenne dont je vous parlais tout à l'heure, donc EIC Accelerator, qu'on a obtenu fin 2020. Et on a également ensuite, le principe en fait, de cette subvention, c'est qu'on a le fonds de la Commission européenne qui a été créée pour les lauréats de cette subvention-là, qui va remettre par-dessus l'investissement et qui en fait investit du 1 pour 1 sur ce qu'on arrive nous ensuite à générer en equity. Donc il y a évidemment la partie en crowd equity sur WeSeed et donc on a à côté des business angels, des family office et des investisseurs professionnels qui investissent du coup à vos côtés et on a déjà 5 gros business angels qui nous suivent sur ce tour-là. L'objectif, donc, c'est, alors si on parle juste d'utilisation des fonds et qu'est-ce qu'on va faire en fait de tout cet argent, il y a 3 étapes principales. La première, c'est vraiment mener le pilote donc à Rambouillet jusqu'au bout pour valider des jalons à la fois technologiques et de produits et de marché. Ensuite, c'est convertir le pipe commercial qu'on a construit depuis plusieurs mois en validant 50% du chiffre d'affaires à chaque fois 2 ans à l'avance. C'est l'avantage de ce marché-là, même s'il y a des longs cycles de vente, les projets sont pensés très en amont, donc ça nous permet vraiment de faire ce travail-là. Et donc, on a déjà évidemment commencé, mais avant même le déploiement commercial, comme vous disiez, à avoir un pipe assez fourni pour atteindre ensuite la rentabilité en 2024. Et donc, sur l'utilisation des fonds en tant que tels. On a donc une grosse partie évidemment qui sont en ressources humaines, dont 55% de ces ressources qui sont pour de la ressource en termes de techno et de développement produit. Et puis ensuite évidemment une bonne partie également sur des dépenses de R&D. Qui sont inhérentes aux produits et qui sont du coup surtout en partie financées par la subvention européenne. Donc aujourd'hui, l'Europe nous suit, nous a donné sa confiance pour vraiment transformer cette industrie de la lumière vers une industrie de la lumière biologique et la lancer ensemble. Et donc, c'est vraiment le moment clé aujourd'hui chez Glowy qui est très important pour nous pour pouvoir déployer nos systèmes et faire en sorte que la bioluminescence soit dans le quotidien de chacun et déployée dans le plus de villes possible dans seulement quelques mois. Du coup, on vous laisse poser des questions peut-être. Merci beaucoup Sandra et Florence pour cette présentation qui était très complète, très précise. En effet, donc suite à ce pitch, je vais vous poser l'ensemble des questions qui ont déjà été posées par les personnes qui assistent à ce live. Donc, pour rappel, pour ceux qui viennent d'arriver et qui ne sont pas forcément habitués au webinaire sur Zoom, vous pouvez poser vos questions via le bouton Q et R que vous pouvez retrouver en bas de votre écran. Vous les tapez sur votre clavier et je me chargerai de les poser à Sandra et Florence. Donc, je vais tout de suite commencer avec les premières questions qui sont arrivées. Donc, une question de Kevin. Bonjour, je m'intéresse aux solutions Glowy dans le cadre de projets d'éclairage de salons nautiques, notamment celui de Singapour qui est un salon nocturne. Je ne comprends pas encore vraiment sur quel support cette matière est stockée et peut être utilisée.
Alors nous, en fait, notre produit fonctionne exactement comme un aquarium. Donc en fait, on a une cuve qui est remplie de liquide. C'est de l'eau et des nutriments. Donc on reproduit en fait de l'eau de mer à l'intérieur de cette cuve et on inocule nos bactéries bioluminescentes qui vont ensuite se développer. Cet aquarium est traversé par un flux d'oxygène qui permet de créer la réaction de bioluminescence. Et en fait, c'est cet aquarium qu'on intègre, nous, dans des produits qui sont designés et conçus par Glowy. Et l'idée derrière, c'est de rendre cette technologie de l'aquarium assez simple et robuste pour qu'elle puisse être prise en main par n'importe qui, et notamment dans le cadre de salon, et qu'elle puisse intégrer n'importe quel type de mobilier. Aujourd'hui, dans la phase actuelle où on est, c'est nous qui avons la main sur le design et la conception des produits pour pouvoir faire en sorte de rassembler l'ensemble des paramètres techniques qui permettent cette bonne réaction de bioluminescence. Merci Florence. Une question de Pascal. Étant donné que vous travaillez avec des organismes vivants, bonjour, vos systèmes fonctionnent-ils en période de gel? Alors, la question de la température, c'est vraiment une question qui est cruciale, effectivement, parce qu'on travaille sur du vivant. Donc, on l'aborde en fait de plein de manières. Alors, à l'intérieur du système, il ne faut pas que ça gèle, mais du coup, on a plein de manières d'aborder ça. La première, déjà, c'est qu'on a créé un système d'isolation thermique qui utilise l'eau et qui permet du coup de réguler la température du liquide avec des bactéries à l'intérieur pour que du coup, on n'arrive jamais à des périodes de gel. On travaille évidemment sur toute la partie coque extérieure pour isoler thermiquement également au maximum pour qu'il y ait le moins de variations de température à l'intérieur. Et puis enfin, on travaille sur un aspect plus biologique pour faire en sorte que les bactéries en tant que telles soient capables de produire de la lumière et d'avoir un métabolisme qui fonctionne à des températures basses. Mais l'objectif vraiment in fine de tout le système qu'on a créé, c'est de limiter la variation de température à l'intérieur des systèmes. Ça se fait notamment par la température du réseau d'eau auquel c'est connecté et par cette cuve qui permet de lisser en fait la température entre le jour et la nuit pour limiter ces variations-là. Donc en soi, s'il gèle dehors, le système va fonctionner, mais par contre, il ne faut pas que ça gèle à l'intérieur. Ça, c'est notre expertise. Et alors peut-être une autre question en lien avec cette précédente. Bonjour, y a-t-il des difficultés en dehors des bactéries à construire du mobilier urbain? Et donc, on nous précise, c'est une question plutôt qui porte sur l'étanchéité, la résistance. J'imagine que c'est un lien avec la température. Est-ce que Glowy fabrique ses mobiliers ou un partenaire? Nous, on s'appuie sur des fournisseurs qui sont spécialisés en mobilier urbain. Donc, on a bien sûr la main sur la partie biologique en tant que telle, où notre cahier des charges, bien sûr, est très pointu sur nos besoins pour construire ce petit aquarium. Et ensuite, sur tout ce qui est coque externe, là, c'est vraiment leur expertise. Donc, le fournisseur qui nous accompagne fabrique de la signalétique et des mâts d'éclairage. Et donc connaît toute la réglementation déjà qui est nécessaire pour pouvoir s'implémenter dans l'environnement urbain, utilise des matériaux qui permettent d'avoir de la résistance à des chocs, du vent, de la pluie, et faire en sorte qu'on soit complètement étanche et avoir un système d'implémentation dans l'espace qui utilise le génie civil, qui est une compétence que nous n'avons pas en interne, donc on s'appuie vraiment sur des fournisseurs qui sont de métier, quoi. Merci beaucoup. Une question de Jean-Christophe. Quelle est la durée de vie du liquide bioluminescent en cas d'absence de nutriments? Donc, par exemple, en cas de panne de la pompe. Ouais. Alors, donc les bactéries, les bactéries, donc elles se développent, elles remplissent toute la cuve et donc au bout d'un moment, effectivement, elles consomment l'entièreté des nutriments. Là-dessus, il y aura la phase de vie des bactéries qui va se poursuivre. Pour autant, elles vont arrêter de se multiplier et ça peut durer quelques heures. Nous, la façon dont ça fonctionne, c'est que notre aquarium, en fait, chaque jour est relancé. Donc, la quantité de liquide contenu à l'intérieur est évacuée dans les réseaux. Il y a une petite partie qui est conservée de côté dans un petit tuyau, quelques millilitres. Et ensuite, il est rempli d'eau avec des nutriments. Cette petite partie est réinoculée et permet de relancer le système toutes les 24 heures. Et donc, en fait, il y a une cuve de nutriments qui est située à côté dans un petit meuble technique qui permet de fournir pendant un mois les nutriments nécessaires au système. Et donc, tous les mois, il y a un opérateur du réseau d'éclairage de la ville qui va venir, parmi ces opérations de maintenance du mobilier urbain de la ville, remplir notamment cette cuve de nutriments. Très bien, merci Florence. Vous avez parlé de l'évacuation de l'eau. Je vais prendre une question en relation avec ces déchets. Bonsoir, pouvez-vous parler des déchets que produit la bioluminescence, de A à Z, et l'avantage par rapport aux autres systèmes d'éclairage comme le solaire ou autre?
Ouais. Alors, le solaire, ce n'est pas un système d'éclairage en soi. En soi, on peut très bien brancher un panneau solaire sur Glowy pour faire passer les flux, etc. Donc, là où ce qu'on va comparer, c'est vraiment l'ampoule et la production de lumière en tant que telle. Aujourd'hui, si on prend une ampoule à LED, il y a une grosse partie qui n'est pas recyclée, ou en tout cas, on ne sait pas aujourd'hui recycler les métaux rares. Et puis, en plus de ça, il faut pouvoir les séparer, etc., des autres matériaux. Donc, en fait, il y a une partie des ampoules qui sont recyclées. Déjà, il me semble que c'est 20% des ampoules qui sont dans les circuits de recyclage. Et après, sur ces 20% qui sont recyclés, aujourd'hui, elles sont surtout stockées et pas vraiment recyclées, en fait. Elles sont juste collectées. Donc là, il y a un vrai déchet qui est pas recyclable aujourd'hui, qui est produit. Le déchet de la bioluminescence en tant que tel, c'est un déchet qui est 100% organique, qui est biodégradable et donc qui repart en fait dans les réseaux d'eau sans laisser de traces finalement sur l'environnement, ni pour les animaux, ni pour les hommes. Évidemment, on n'a pas précisé, mais ce sont des bactéries qui sont non pathogènes et non toxiques, qui sont vraiment le niveau de confinement, entre guillemets, le plus bas. Donc c'est le même niveau que ce qu'on a dans les yaourts, dans le pain ou dans la bière. Donc il n'y a pas de sujet de toxicité ou de pathogénicité à ce niveau-là. Et donc sur vraiment la partie lumière, en fait, le lumière repart dans les réseaux sans laisser de traces et sans créer un déchet supplémentaire. Et je rajoute même qu'il n'y a pas non plus de sujet, elles ne peuvent pas se reproduire plus loin parce qu'en fait, quand elles sont en contact avec de l'eau douce, elles meurent, ce sont des bactéries d'eau de mer et si elles ne sont pas dans un environnement salin, elles ne peuvent pas survivre. Donc, vous confirmez que par rapport à la non-toxicité, en fait, les autorités ont bien validé cette solution, qu'il n'y a pas besoin de certification particulière parce que ça ne présente pas de danger. Non, il y a beaucoup plus de contraintes réglementaires sur la partie mobilier urbain que sur la partie biologique, en fait. D'accord. Très clair. Alors, pour parler de la concurrence, connaissez-vous une société qui s'appelle Liquide et construit du mobilier urbain pour de la production de biomasse? Je pense que le sens de la question, c'est est-ce qu'aujourd'hui, ça peut être un concurrent? Est-ce qu'il peut y avoir des synergies? Alors, il y a quelques acteurs comme ça qui font effectivement des bioréacteurs. Donc, c'est le même système que nous, en fait, sauf que le but n'est pas de faire de la lumière. Le but est de produire en général des microalgues qui, du coup, permettent de produire de la biomasse. Alors, ça peut être aussi, pourquoi pas, pour capter du CO2. Il y a d'autres expérimentations qui ont été faites par Suez, par exemple, avec la ville de Paris. Donc, oui, il y a des acteurs comme ça. C'est intéressant parce que, du coup, c'est les mêmes structure technologique. Par contre, la finalité n'est pas du tout la même et les organismes qui sont utilisés ne sont pas du tout les mêmes et donc forcément l'expertise est très très différente. Donc des concurrents, non. En revanche, ça peut être potentiellement demander des partenaires technologiques et on pourrait même éventuellement à certains moments mutualiser les systèmes, apporter nous notre expertise sur la biolicence dans leur système pour les intégrer à des architectures qu'eux auraient pensées. Donc il y a des choses à faire comme ça. En revanche, effectivement, c'est dans le même esprit et c'est le même type de technologie socle si on enlève la partie micro-organisme pur. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des contraintes de dimension du mobilier dans lequel vous voulez intégrer votre solution, en tout cas développer votre solution? Par exemple, faire un éclairage le long d'une route et je peux rajouter, je pense, l'aspect puissance. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes limité par cette puissance? Alors, oui, effectivement, il y a deux questions. Donc, sur la partie dimension, nous, donc, on s'intègre dans différents types de mobilier. Donc, la façon dont on réfléchit, c'est plus sous la problématique, enfin la notion d'usage en fait. Donc, comment est-ce que va être utilisée la lumière dans un espace et ensuite développer un produit qui a différentes fonctions. Donc, la fonction, bien sûr, de lumière, mais qui n'a pas juste vocation à éclairer autre chose, qui a aussi vocation à être directement intégré au mobilier. Par exemple, on peut développer des îlots de fraîcheur qui vont avoir pour fonction de jour apporter de l'ombre à l'environnement et de nuit créer un petit halo lumineux. Donc, le dimensionnement du produit va dépendre aussi de l'usage qu'on fait de la lumière dans l'espace associé. Et bien sûr, évidemment, nous, on a aussi la dimension des éléments techniques pour permettre à cet aquarium de fonctionner, qui sont pensés au regard du dimensionnement et du produit en tant que tel et de sa fonctionnalité de jour et de nuit. Et ensuite, il y a le point de l'éclairement et de l'intensité lumineuse. Nous, aujourd'hui, on a atteint une intensité lumineuse qui est suffisante pour servir de guide, de repère dans l'espace pour permettre d'apporter une ambiance lumineuse sur des espaces qui sont surtout des espaces piétons et de nature en ville. On n'aura jamais vocation à faire de l'éclairage de type sécuritaire pour toutes les voies routières, les passages piétons ou autres. Ça, c'est vraiment pas l'objectif de Glowy. Aujourd'hui, on ne cherche pas à augmenter encore plus l'intensité lumineuse parce que l'ambition de Glowy, c'est aussi de lutter contre la pollution lumineuse et donc du coup de réduire la nécessité d'éclairer pour éclairer et du coup de repenser complètement la mise en lumière des espaces publics. Mais en revanche, aujourd'hui, la bioluminescence, vous l'avez vu sur des images à un moment donné, est capable aujourd'hui d'être vue à plusieurs dizaines de mètres malgré un environnement de lampadaires allumés.
Donc, on n'est plus contraint par ça. Ça a été longtemps une problématique, hein, l'intensité de l'habitation. Aujourd'hui, on a atteint un niveau d'intensité qui est largement suffisant pour être vu dans le paysage urbain et être utilisé avec différents usages. Merci à toutes les deux. Une question concernant le pipe commercial. Donc, le pipe commercial est-il aujourd'hui basé seulement sur des collectivités locales françaises ou également européennes? Et peut-être qu'on peut rajouter la question, il y a un événement majeur qui se profile, les JO 2024. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des projets dans ce sens? Oui. Alors, ouais. Donc, alors nous, aujourd'hui, en termes de pipe commercial, les 8 millions d'euros qui sont présentés, c'est plutôt des projets sur le territoire français. En revanche, ce n'est pas uniquement des collectivités. Les collectivités, c'est une partie du pipe, on va dire à peu près 30%. Le reste, ça va être aussi des aménageurs, des promoteurs, des urbanistes, des opérateurs de lumière avec lesquels, il y en a certains, on a déjà signé des contrats et d'autres, c'est en cours. Et ça va être des projets type réponse à des appels d'offres pour la requalification d'espace. Par exemple, on va travailler sur le projet de réaménagement de la gare de Perrache à Lyon, où il y a toute une réflexion autour de la mise en lumière de cet espace. Et là, on répond à l'appel d'offres avec un aménageur qui, lui, répond à l'appel d'offres global sur le projet. Et sur, si je peux juste compléter sur la partie, il y avait les JO, sur la partie internationale, c'est pas forcément représentatif des appels entrants qu'on a. Alors clairement, on a beaucoup plus d'appels entrants, on a 70-75% d'appels entrants qui viennent de France, parce que c'est aussi là où on fait notre communication et où on a créé notre réseau et notre écosystème. Mais on a quand même quasiment 30% d'appels entrants qui viennent de l'étranger, beaucoup d'échanges avec l'étranger. Maintenant, aujourd'hui, on sait qu'il faut qu'on commence par opérer en France parce que on parle quand même de hardware et il y a vraiment un aspect opérationnel de déploiement, etc. Donc, on se concentre sur ces projets-là. Mais ça ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de demande de l'étranger. Et d'ailleurs, la demande, elle ne vient pas que de l'Europe, hein, elle vient aussi d'Asie, elle vient aussi d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud. Donc, la demande, elle vient du monde entier. Mais aujourd'hui, on s'est vraiment concentré sur des produits français pour être capable, derrière, d'opérer les systèmes parce qu'on sait que c'est un enjeu et on n'a pas envie de se brûler les ailes avec ce type de sujet. Et sur les JO, alors on a eu pas mal d'échanges. On a présenté d'ailleurs dans les bureaux de Paris 2024, il y a quelques mois, la bioluminescence à toutes les équipes des JO, que ce soit les équipes événementielles, les équipes, sur vraiment tous les sujets. Donc voilà, on espère qu'il y a des projets qui vont naître. C'est évidemment une super belle occasion pour nous que Paris devienne la ville de la lumière biologique, en plus de devenir la ville de la lumière. Donc voilà, on réfléchit à des projets là-dessus. On a présenté à toutes les équipes des JO, donc on espère que ça va transformer. Et on a un projet qui est prévu à Paris, pour le coup, qui n'est pas dans le cadre des JO, mais en 2024 et à Paris, qui est déjà signé. Donc, il y aura de toute façon de la bioluminescence pendant les JO à Paris. D'accord, très clair. Une question de Patrick. Quel est le coût d'un projet de mise en œuvre pour un luminaire dans la rue, donc au niveau de l'infrastructure, de la réserve bactérie? Parce qu'aujourd'hui, comme c'est un aquarium marin, ça signifie qu'on a besoin de contrôler les paramètres pH, salinité, etc. Et donc, c'est un peu une machinerie qui est un peu délicate, en tout cas assez complexe à opérer. Aujourd'hui, quels sont ces coûts? Alors, les coûts, ça dépend de plein de choses, ça dépend du dimensionnement. Enfin, il y a les coûts. Alors, les coûts biologiques, aujourd'hui, ce n'est pas les coûts qui sont élevés, puisque les bactéries se reproduisent et les nutriments, ce n'est pas une matière qui est chère en tant que telle. Après, il y a les coûts de l'infrastructure, mais ça, c'est pareil, c'est une question beaucoup d'économie d'échelle, etc. Donc, une fois que le système il est créé, automatisé, industrialisé, en fait, on va très, très vite diminuer en termes de coûts là-dessus. Et après, la troisième partie des coûts, c'est effectivement la maintenance. Et donc, c'est pour ça qu'on a tout automatisé pour limiter un maximum la maintenance humaine, qui est finalement le coût potentiel le plus élevé. Et donc, ça, c'est pareil, c'est notre travail de R&D sur la robustesse du produit et qu'on fait en continu et qu'on fait depuis 7 ans, qui fait que du coup, on diminue petit à petit ses coûts et qu'on limite la maintenance. Donc, c'est un couplage entre l'automatisation et la robustesse du bioprocédé qui fait qu'on limite les coûts. Aujourd'hui, sur les produits qu'on a vendus et qu'on est encore en train de vendre, le coût n'est pas un frein, en tout cas sur des projets sur lesquels on est. Clairement, on ne va pas dire qu'on est aujourd'hui compétitif avec le prix d'une LED parce qu'on n'y est pas encore, mais parce qu'aussi on est sur une courbe de maturité de l'innovation qui est différente. On est encore au début de cette courbe et donc nos clients sont aussi prêts à porter dans un premier temps ces coûts-là, sachant que de toute façon, ils diminuent progressivement, mais comme le font finalement toute implémentation d'innovation. Donc voilà, il y a un marché pour l'implémentation et progressivement on va évidemment se massifier et plus on va être capable de, comme on disait, de déposer cette brique technologique, de la mettre à disposition dans d'autres produits, plus ça veut dire qu'on aura atteint aussi une compétitivité économique intéressante et donc du coup la bioluminescence va se déployer massivement. Très clair. Et donc en complément, alors quid de la couleur, combien de temps dure actuellement une installation?
Alors, la couleur aujourd'hui, c'est un bleu-vert, une sorte de bleu lagon. C'est un sujet intéressant, la couleur, parce que souvent, on nous pose la question de savoir est-ce qu'on peut avoir d'autres couleurs, est-ce que c'est la couleur qu'il faut dans les villes. Et en fait, en général, une fois qu'on a vu la bioluminescence, et surtout les clients, une fois qu'ils ont vu la luminescence en vrai, ils ne se posent plus du tout la question de la couleur, parce que c'est juste une couleur qui est très belle, qui est très douce, et qui est, là encore, porteuse de cet imaginaire extrêmement beau et poétique. Donc, voilà, aujourd'hui, la couleur, elle est comme ça. Maintenant, dans la nature, il existe plein de couleurs. Forcément, dans la mer, on est plus sur du bleu-vert, parce que c'est les couleurs qui sont perceptibles en profondeur. On n'est pas à l'abri qu'un jour nos bactéries mutent sur une mutation naturelle, sans que nous on ait modifié des vivants et que du coup on ait des évolutions de couleurs. Il y a des bactéries qui sont jaunes, par exemple, qui font de la lumière jaune. Et on a aussi d'autres technologies qui pourraient permettre. On travaille notamment en collaboration, on ne peut pas trop en dire, mais avec un laboratoire étranger sur un procédé physique qui permettrait de changer cette couleur-là sur des couleurs qui sont plus blanches. Donc voilà, il y a des possibilités. Ce n'est pas un sujet qu'on traite aujourd'hui, nous, en interne en R&D, simplement parce que la couleur convient très bien à nos clients. Et donc, on n'a pas vraiment de raison de creuser là-dessus. Et la deuxième partie de la question. C'est sur la durée de la lumière, je pense. La lumière, en fait, tant que la durée de l'installation, en fait. Tant que les bactéries en fait, sont alimentées en nutriments, l'installation va continuer et va être pérenne. Donc voilà, il n'y a pas de durée limitée, sachant que si à un moment donné la culture ne va pas bien ou pour je ne sais quelle raison, on peut vider le système et en quelques heures remettre quelques minutes de bactéries et relancer le système. Donc ça permet de créer cette durabilité sur le Le mobilier urbain en tant que tel, ça répond au standard, donc c'est 15 ans. Ouais, on est sur des contrats de toute façon qui vont être très longs et c'est un des avantages forcément financièrement parlant, puisque du coup on va contractualiser sur rarement moins de 5 ans et plutôt sur des 10-15 ans que sur des 1 an. D'accord. Et donc on parle énormément de mobilier urbain et une question de Brigitte, quelle est la place du design dans votre stratégie? Alors le design, il est partout en fait. Il a été beaucoup à l'origine de Glowy et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui Glowy réussit à avoir tous ces résultats et à mettre des produits sur le marché. Pour moi, le design, c'est parce qu'on n'a vraiment pas réfléchi en termes de technologie, mais on a réfléchi en termes d'usage. Et si on essaye de remplacer une ampoule par de la luminescence, jamais on mettra un produit sur le marché. Et là, la démarche qu'on a eue, c'est une démarche vraiment de se dire à quoi sert la lumière dans la ville, comment est-ce qu'on peut l'utiliser différemment, comment est-ce que la luminescence peut répondre à ces problématiques de la lumière. Et c'est ça aussi le design, c'est de se dire comment est-ce qu'on répond en fait finalement au plus près du besoin du client en se posant les bonnes questions. Et évidemment, il se concrétise à la fois dans la manière, alors que moi, j'aide gérer l'entreprise. On a évidemment un designer en interne qui travaille sur la conception des produits, mais aussi qui accompagne les équipes techniques sur la conception de ces produits et sur des solutions aussi pour faciliter leur travail et aller plus vite. On fait aussi beaucoup, on a une démarche qui est très proche de cette design, qui est une démarche de prototypage tout le temps. On essaie tout le temps de sortir de laboratoire. On essaie vraiment d'itérer un maximum et de tester un maximum. Et ça, c'est aussi très important dans cette démarche-là. Donc, voilà, et on travaille aussi avec des potentiels designers, fabricants de luminaires. Donc, le design est un peu partout finalement. D'accord. Merci Sandra. On a de nombreuses questions sur en fait, les applications de votre solution, sur est-ce qu'aujourd'hui vous êtes capable de répondre à plusieurs marchés. On parle d'applications de mobilier de sécurité qui nécessitent une puissance assez importante. Vous avez déjà répondu en partie à ces questions-là, mais est-ce que vous pouvez être plus précis sur quelles applications, en tout cas, quel exemple de signalétique luminaire vous pouvez proposer? Est-ce que c'est le marché, est-ce que vous pouvez vraiment toucher l'ensemble du marché? Alors, la lumière, ça répond vraiment elle est présente partout. Nous, on a choisi pour se déployer une verticale au démarrage parce qu'il faut qu'on se concentre sur un produit et un marché pour pouvoir concrétiser nos avancées technologiques. Ouais, je voulais montrer le catalogue. Donc ça, c'est vraiment le premier axe de Glowy. Et ensuite, l'ambition derrière tout ça, c'est vraiment de faire en sorte que la bioluminescence devienne un standard. Et ça, pour le coup, ça peut s'appliquer à n'importe quel type de marché. Et on prend les appels entrants, on prend les opportunités et on prépare déjà la suite en se disant comment est-ce qu'on va s'appliquer aux autres types. Non, je ne l'ai pas mis. Non, on voulait montrer une slide avec 3 produits, 3 premiers produits qu'on a dessinés, mais je ne la vois pas dans cette slide. C'est pas grave. Et donc, si je peux parler d'autres types de marchés, on a par exemple le marché du médical, où on a visité par exemple un hôpital psychiatrique pour voir comment la bioluminescence pouvait utiliser les effets de la bioluminescence pour canaliser les patients qui sont dans des moments de crise, parce qu'on sait que la bioluminescence a des capacités relaxantes et apaisantes très importantes. Même utilisation pour le domaine de la petite enfance avec les crèches, notamment pour faire en sorte de concentrer les enfants
sur cette lumière-là et du coup créer des conditions d'apaisement. Il y a le ministère des Armées qui est intéressé pour des applications par exemple dans des environnements à atmosphère explosive où on ne peut pas utiliser de source de lumière électrique, et donc la bioluminescence qui est une source de lumière biologique peut être une réponse et être intéressante. Sur des parkings où là vraiment c'est un environnement qui est assez glauque et assez anxiogène, et donc du coup la bioluminescence peut aussi avoir toute sa place pour recréer une ambiance lumineuse qui soit plus sécurisante. Voilà, donc on est vraiment contacté de toutes parts, et l'idée c'est de prendre les appels, de regarder quelles sont les opportunités et de construire en fait les prochaines étapes de développement sur les prochains marchés pour faire en sorte qu'on trouve de la bioluminescence partout dans quelques années. Merci beaucoup. Alors, on a une question en plusieurs questions. Donc, la première, comment avez-vous prélevé les premières bactéries? Alors, il y a plusieurs méthodes pour obtenir des bactéries. La première chose qu'on a faite, c'est une étude bibliographique, et ensuite il y a des librairies en fait de souches bactériennes, et donc on identifie par rapport aux séquences de gènes de ces bactéries-là lesquelles sont bioluminescentes, et donc on les commande, et donc on a fait des premiers tests à partir de plein de souches de librairies différentes pour voir lesquelles étaient les plus performantes au regard de nos critères. Et on fait également de temps en temps ce qu'on appelle des campagnes de pêche, mais on parle de prendre 10 000 litres d'eau de mer. En fait, dès qu'il y a quelqu'un de chez Globee qui va à la mer, il prélève cette petite bouteille d'eau de mer, et ensuite on retrouve en fait systématiquement des bactéries bioluminescentes. On les étudie, on les teste, on regarde si elles ne sont pas pathogènes, et si elles sont intéressantes, on regarde des autres souches qu'on a, on les utilise. Et puis après, on fait un travail de mutation dans le laboratoire pour les améliorer. Mais donc, il y a pas mal de méthodes. On a également pris des entrailles de poissons un jour chez le poissonnier, dans lequel on a trouvé de la bioluminescence. Donc, il y a plusieurs méthodes de prélèvement sans amis la nature, parce que c'est pas en prélevant 10 000 litres de mer qu'on fait 10 millilitres et pas 10 000 litres qu'on fait du mal à qui que ce soit. Oui, parce qu'il y a une question, bon, ça peut porter à sourire, mais est-ce qu'on a reçu une question, vous n'allez pas avoir les associations contre la maltraitance des animaux sur le dos? Alors, c'est vrai que c'est des organismes vivants, mais microscopiques. Ouais, on est sur de la bactérie, donc en fait, c'est du micro-organisme, il n'y a aucun système nerveux. C'est en gros, les bactéries, c'est ce que vous avez sur les mains et que vous tuez quand vous lavez les mains, quoi, ou quand vous lavez votre cuvette de toilette. Donc, il n'y a pas d'enjeu éthique animale sur les bactéries. Et comme je disais, nous, on ne tue pas nous-mêmes des animaux pour aller prélever des bactéries. Donc, c'est vraiment de la culture en laboratoire. Et donc, il n'y a pas d'enjeu de maltraitance éthique sur cette partie-là de bactéries. Très clair, merci. Est-ce qu'à terme, vous prévoyez de proposer votre solution pour les particuliers, donc de vous positionner aussi sur le B2C? Alors, c'est aujourd'hui ne fait pas partie de nos stratégies pour plein de raisons. Déjà parce que c'est un métier vraiment à part entière. Les usages sont aussi un peu plus anecdotiques et on cherche vraiment à avoir un impact fort. Et donc, comme ce n'est pas une lumière qui va remplacer la lumière dans votre cuisine, pour le particulier, ça reste tout de suite plus anecdotique. En revanche, une fois que la technologie est assez mature et qu'on peut en faire un peu ce qu'on veut, on n'est pas du tout réfractaire à développer des marchés en B2C ou à faire développer par d'autres des marchés en B2C à partir de notre techno. Mais ce n'est pas aujourd'hui, en tout cas, dans nos roadmaps stratégiques. Mais voilà, ça pourrait arriver avec un stade de maturité élevé. D'accord. Et donc, vous nous avez parlé pendant votre présentation que vous aviez déjà généré 600 000 € depuis la création de Globee. Comment avez-vous généré ces 600 000 €? Donc, on nous demande si c'est exclusivement sur le prototype de Rambouillet. Je ne pense pas. Je vous laisse répondre. Non, alors il y a effectivement une partie avec le prototype de Rambouillet, mais on a en fait monétisé un peu à chaque étape nos prototypes. Donc, on a fait beaucoup d'installations éphémères pour l'événementiel. On continue d'ailleurs à en faire parce que c'est une super opportunité pour nous de tester des choses, d'être en contact avec les clients et donc de générer du chiffre d'affaires. Donc, on a fait aujourd'hui quasiment une quarantaine d'installations éphémères pour l'événementiel. On fait également des conférences pour démocratiser la bioluminescence. Et on a également créé un produit qui s'appelle la Glow Room, qui sont une expérience de bien-être qui utilise la bioluminescence. Et donc, voilà, tout ça, ça nous permet de générer aujourd'hui du chiffre d'affaires. Une question de Richard. Quel est le différentiel de coût entre votre solution et un éclairage LED à faible consommation? Donc, j'imagine, à la place d'une collectivité, je dois faire un choix entre les deux solutions. J'imagine que le coût économique va rentrer en jeu dans la décision. Aujourd'hui, comment vous vous positionnez par rapport aux solutions classiques?
Alors, il rentre tout le temps en jeu, hein. C'est toujours une question, mais par contre, c'est au regard de la valeur ajoutée, de la valeur perçue, que du coup, le budget va être perçu différemment. Aujourd'hui, on fait avec la luminescence ce qu'on ne peut pas faire avec une LED. Donc, en fait, quand ils vont acheter aujourd'hui la solution, ils ne vont pas juste l'acheter parce que ça fait de la lumière, mais ils vont aussi l'acheter parce que ça permet d'avoir une lumière qui est différente, parce que ça permet de préserver la biodiversité, parce que ça permet de créer une attractivité dans une zone. Donc, le coût économique, il est à voir avec une perspective un peu différente parce que la valeur ajoutée n'est pas la même, en fait, tout simplement. Maintenant, ce qui coûte cher, ce qui coûte pas cher, une LED, l'ampoule LED ne coûte pas cher, mais un mobilier urbain équipé de LED, c'est pas non plus gratuit, quoi. Donc voilà, on n'est pas sur du simple au x10 en termes de coûts. On essaie de rester dans des coûts qui sont raisonnables pour des mobiliers urbains. Évidemment, quand on en vend un, ça coûte beaucoup plus cher que quand on en fait des packages de 100. Donc, il y a aussi un effet d'échelle qui rentre en jeu là-dessus. Mais donc, c'est vraiment une question d'économie d'échelle et de valeur perçue associée. Et on essaie de rester vraiment dans les mêmes gammes de prix, non pas d'une LED, mais vraiment du mobilier urbain équipé avec de la LED. Et puis, c'est plus complémentaire qu'un substitut. Et je fais le lien avec une question de Maxime qui dit à quel point votre solution est-elle compatible avec le système actuel? Quels seraient les coûts de transformation pour adapter la ville à votre solution? Ouais, alors le sujet, c'est pas vraiment de transformer, déjà parce que la transformation, elle est seulement en cours sur la LED. Donc, on ne dit pas on va remplacer tous les lampadaires qui viennent d'être équipés par des LED avec de la luminescence. C'est pour ça c'est vraiment une approche différente. Je dirais pas que c'est une approche qui est seulement complémentaire parce qu'il y a des zones, et on parlait de la gare de Perrache tout à l'heure, où en gros, il y a une centaine d'unités bioluminescentes et du coup, il n'y a pas besoin de mettre d'autres systèmes de lumière. Mais on travaille du coup beaucoup plus sur des projets soit de réaménagement, soit de rénovation, soit des nouveaux projets de construction, qui nous permet de partir d'une feuille blanche et donc de ne pas rester dans la contrainte de aujourd'hui on a tant de lampadaires, on a tant d'ampoules à remplacer ou tant de sujets, mais on va vraiment penser la zone en tant que telle pour être équipée par de la bioluminescence exclusivement dans le meilleur des cas. Donc c'est à la fois, ça peut être un complément par exemple sur le sujet de la signalétique, qui est le premier produit là, qu'on développe et qu'on teste à Rambouillet. Forcément la signalétique c'est plus du complémentaire parce que on n'éclaire pas en parc avec de la signalétique. Mais par contre, si on fait du balisage, si on fait des yeux de fraîcheur, comme on parlait tout à l'heure, là, on va pouvoir rentrer dans des systèmes qui sont beaucoup plus exclusifs et moins complémentaires. Très clair. Quelle est la différence avec la technologie développée par la société Aglaé? Je ne sais pas si vous connaissez. Oui, alors il y a très très peu de points communs en fait. Aujourd'hui, Aglaé, ce qu'ils font, c'est qu'ils font du liquide, un sérum phosphorescent, fluorescent, qu'ils intègrent dans des plantes. Et donc la fluorescence, la différence avec la luminescence, c'est que ça a besoin d'une source de lumière externe pour être stimulé. Donc aujourd'hui, ils font des plantes qu'on met sous une lumière ultraviolet et qui du coup font ressortir de la lumière. Et je sais qu'ils ont pour ambition de faire de la plante bioluminescente derrière. Donc là, c'est la modification de type de plante, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Il y a aussi une société qui s'appelle Woodlight qui fait ça en France, et il y a un projet aussi russe, un projet américain, où là, du coup, l'objectif, c'est vraiment de modifier génétiquement une plante pour la rendre luminescente. Donc, dans l'ambition et dans les perspectives de marché et d'usage, c'est assez similaire en fait. Maintenant, il y a des maturités technologiques aujourd'hui qui sont beaucoup plus faibles que les nôtres. La plante, c'est très, très compliqué. En plus des verrous réglementaires, aujourd'hui, pour atteindre des intensités satisfaisantes sur de la plante, il n'y a pas de projet d'ailleurs qui ont des intensités satisfaisantes, qui peuvent être visées sous un lampadaire, par exemple, comme on fait avec notre techno. Mais par contre, c'est la même approche, et donc c'est intéressant aussi d'avoir ces acteurs-là qui font aussi de la sensibilisation auprès des villes sur la méthode d'illumination et la philosophie d'illumination. Mais en termes de techno, c'est vraiment très, très différent. Très clair. Merci Sandra. Une question de Patrick, donc je vais prendre plutôt à mon compte. Pourquoi avoir créé deux types d'actions? Quel est l'impact sur les WeSeeders? Alors, il n'y a pas deux types d'actions. Il y a eu une première levée qui a été réalisée en 2016 et c'était une franche réussite par rapport à la jeunesse du crowdfunding pour le coup. Et donc là, on est sur une nouvelle levée. Les impacts pour les WeSeeders de la première WeCap, donc il y aura forcément une dilution. Par contre, la valorisation de la participation va être augmenter dans le sens où la valorisation a augmenté étant donné que la société a réussi à franchir différents milestones commerciaux, technologiques, etc. Étant donné qu'on est dans une collecte d'investissement pour un investissement en actions, se pose la question de l'exit. Aujourd'hui, l'exit, comment vous l'envisagez? Quelle typologie de racheteurs vous auriez? Alors, il y a deux typologies en fait de gens qui pourraient nous racheter, qui pourraient intégrer du coup la techno dans leur fonctionnement. Les premiers, c'est des fabricants de lumière qui opèrent leur propre technologie et donc qui pourraient racheter en fait cette brique technologique pour pouvoir l'intégrer dans leurs produits et l'avoir en exclusivité ou la vendre à d'autres aussi. Et le deuxième, c'est plus les opérateurs
Souvent, c'est des grands groupes de l'énergie qui ont plusieurs casquettes, qui sont constructeurs, qui sont aménageurs, qui sont gestionnaires de réseaux, parfois des réseaux d'eau, parfois des réseaux d'électricité, etc. Des groupes comme EDF, des groupes comme Bouygues, des groupes comme Vinci, qui ont fait toutes ces casquettes-là et donc qui seraient totalement capables en fait, d'absorber notre techno pour la mettre au service de leurs clients, parce que pour le coup, nous, dans un premier temps, là, on passe en intermédiaire à travers eux, c'est-à-dire c'est eux qui vont commercialiser notre techno, mais finalement, ils pourraient décider de l'intégrer. Donc, c'est les deux typologies d'acteurs qui sont les plus intéressants pour intégrer la techno. D'accord, très clair. Une question de Pascal. Est-ce que la luminosité dépend du volume ou de la surface de produit? Oui, non. C'est une question qui est un peu… Ouais. Aujourd'hui, je dirais plutôt non. On a souvent pensé que oui, parce que alors, évidemment, la surface fait que du coup, on va augmenter l'éclairement. Donc, ce n'est pas augmenter l'intensité ponctuelle, mais par contre, ça va augmenter l'éclairement fatalement, c'est logique. Mais par contre, aujourd'hui, avec des couches très fines de luminescence, on arrive à atteindre notre maximum de lumière. Donc, il y a une limite en fait, à ça. On a développé, nous, un peu cette expertise de savoir, en gros, géométriquement, comment faire pour avoir un meilleur rendu lumineux. Mais augmenter le volume, ça n'a pas forcément d'impact. C'est plutôt la géométrie, en fait, qui va jouer sur la diffusion de la lumière. Et ça pourrait être paradoxal parce qu'en fait, chaque bactérie produit en photon. Donc, on pourrait se dire plus il y a de bactéries, plus il y a de photons qui sont produits. Mais en fait, ça ne se passe pas tout à fait comme ça dans la réalité. Et on a besoin seulement d'une… C'est pas parce si on veut une surface, c'est pas parce qu'on va l'augmenter de 10 cm qu'on va avoir un rendu lumineux qui est supérieur. C'est ça qui est intéressant aussi parce que ça veut dire que nous, aujourd'hui, en termes de volume de bioluminescence à mettre en œuvre, avec 15 mm de surface, on peut avoir un grand éclairement et donc, du coup, limiter le besoin en eau, en nutriments, en bactéries. Une question sur la partie maintenance opérationnelle de Maxence. Dans la lignée de la maintenance du système, qui effectue les rechanges de pièces nécessaires? À qui sont-elles facturées? Pour combien d'années de fonctionnement le mobilier urbain est-il pensé? En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va signer des contrats cadres avec des opérateurs de lumière. Donc, les opérateurs de lumière, en fait, c'est des entreprises qui ont pour business model d'installer et d'opérer des systèmes de lumière qui sont créés et fabriqués par d'autres. Donc, ils sont présents sur tout le territoire français. Ils signent des contrats avec des collectivités et ils ont comme fournisseurs des fabricants de mobilier urbain qui est clair. Et donc, nous, l'idée, c'est de signer des contrats cadres avec ces opérateurs-là qui vont intégrer, en fait, notre technologie et qui formeront leurs agents pour aller entretenir nos systèmes lumineux. Donc, en intégrant, en remplissant le bidon de nutriments, en pouvant faire des opérations de nettoyage et de réinoculation des systèmes et en changeant des pièces simples, sachant que tout ce qui va être casse qui est plutôt lourd, bien sûr, c'est Glowy qui va le prendre en charge via un plan de maintenance lourde sur une défaillance du système ou une casse extérieure. Peut-être qu'on peut parler du projet donc, de Rambouillet. Aujourd'hui, à quel horizon vous pensez installer votre première solution? Peut-être qui va s'occuper de la partie opérationnelle, etc. dans un premier temps? Alors, donc Rambouillet, c'est un contrat d'une durée de 2 ans qui a été scindé en 2 parties. Une première qui était sur la co-création du produit. Donc, on est parti sur une feuille blanche avec eux, on a analysé leurs besoins et on a créé une réponse de mobilier urbain bioluminescent. Cette phase, elle est déjà passée. Et donc là, on est dans la deuxième tranche qui est la production et l'installation du système de lumière pour une expérimentation d'une durée de 4 mois. Et donc, cette expérimentation, elle commence en septembre 2022, donc là dans quelques mois, jusqu'à décembre. Et pendant cette phase d'expérimentation, ce sera Glowy qui sera en charge d'opérer le système de lumière, tout simplement pour récolter de l'information, avoir du recul et valider l'opérabilité du système dans un environnement urbain. On valide également la perception du système par les citoyens et par le client en règle générale, bien sûr les performances lumineuses, et on va surtout en faire un showroom pour inviter tous nos prospects et tout l'écosystème qui tourne autour de Glowy pour faire en sorte que ce soit un marqueur pour lancer le déploiement commercial de la solution derrière. En revanche, même sur l'expérimentation, on travaille, notre client en fait, au sein de la mairie, c'est les services techniques. Donc, on travaille depuis le départ vraiment main dans la main avec les services techniques pour justement tomber juste sur la manière dont on installe le système, dont on l'opère. Et ils ont également intégré au projet leur opérateur de lumière, qui est Satellec, avec qui, du coup, on travaille également pour qu'eux puissent commencer à prendre en main nos systèmes et à voir comment eux pourraient l'opérer derrière. Donc, ils sont déjà en fait intégrés au projet, même si c'est nous qui serons responsables dans le cas de l'expérimentation, parce qu'on a besoin aussi d'apprendre nous-mêmes de notre propre système sur le terrain. Mais l'opérateur et les services techniques de la ville sont impliqués dans l'opération. D'accord. On arrive vers la fin du live. Je vais prendre les dernières questions. Donc,
peut-être une première question, où en est-on de la collecte? Donc là, on est actuellement à environ 450 000 € de collecte et la collecte devrait se terminer mi-mars. Donc, il reste assez peu de temps pour souscrire. Une question de Jean-Christophe. N'est-ce pas un produit de luxe pour la déco des villes avec peu d'applicabilité, surtout dans les pays à moindre revenu, peut-être qui n'ont pas forcément les infrastructures nécessaires pour votre solution? Alors, un produit de luxe, non. Et on le voit vraiment dans toutes les discussions qu'on a avec nos clients, on ne s'adresse pas du tout à des clients dans le luxe. Enfin, les collectivités, c'est vraiment très, très loin de ce monde-là et on répond vraiment à leurs besoins avec ce mobilier. Par contre, aujourd'hui, clairement, cette solution-là, telle qu'elle est conçue, n'est pas forcément faite pour aller dans une zone reculée en Afrique où on a pas d'eau et pas de connexion de manière générale. Ça, c'est des systèmes qui vont venir aussi avec la maturité techno. En revanche, non, on n'est pas sur un produit de luxe. On peut dire qu'en termes économiques, on peut être un peu sur du haut de gamme en termes de prix par rapport à ce qui est sur l'immobilier urbain, mais c'est très loin d'être un luxe. Les sujets de lumière pour les collectivités, c'est vraiment un sujet qui est extrêmement important et ils trouvent vraiment beaucoup de réponses avec la bioluminescence là-dessus. Très clair. Une question de Pascal. Est-ce qu'une version éducative peut être réalisée comme un petit aquarium dans les écoles? J'imagine qu'à terme, ça viendra forcément. Oui, c'est ce qu'on disait, ça, on ne peut pas en faire une priorité, mais par contre, c'est hyper intéressant. Comme on disait, on est déjà sur des projets un peu de petite enfance qu'on essaie de mener. On a fait d'ailleurs un jeu de société sur la bioluminescence pendant le premier confinement pour se motiver et pouvoir continuer à éduquer autour de ce sujet-là. Donc, on a toujours été très impliqués au niveau de l'éducation des enfants. On trouve ça extrêmement pertinent d'aller leur en parler. Et d'ailleurs, les enfants trouvent ça assez évident, donc c'est assez marrant de voir leur réaction. Donc, on peut l'imaginer, ce n'est pas dans la roadmap tout de suite parce que malheureusement, on est encore une petite équipe finalement et on doit prioriser. Mais ça pourrait arriver. Une autre question de Pascal, alors, que je trouvais intéressante. Y a-t-il eu des tests sur la réaction des animaux face à cette lumière, insectes ou autres? On peut penser aux soirées d'été où quand on met la lumière, on a tous les moustiques, etc., insectes qui viennent autour. Est-ce que c'est la même chose avec Glowy? Eh ben, c'est une question hyper intéressante. On a plein d'éléments qui nous permettent de dire que la bioluminescence a un impact beaucoup plus faible que la lumière artificielle sur la biodiversité et notamment sur les écosystèmes d'insectes, parce que c'est une lumière froide, parce qu'il n'y a pas de notion de scintillement, parce que c'est une lumière qui est moins intensive, qui est beaucoup plus diffuse, et on veut avoir des données chiffrées et quantifiables là-dessus. Et donc, on s'est associé avec un organisme de génie écologique pour mener là, au premier jour de l'été, au mois de juin, une expérimentation pour mesurer l'impact de la bioluminescence sur les écosystèmes d'insectes, donc notamment les papillons de nuit, qui sont très touchés par la lumière artificielle, et du coup avoir un comparatif sur le gain grâce à la bioluminescence sur la préservation des insectes et de la biodiversité nocturne. Très clair, merci. Une avant-dernière question donc, de Maxime. Comment allez-vous vous structurer suite à votre levée? Est-ce que vous comptez recruter? Sur quel aspect? RH, finance ou autre? Ouais. Non, vas-y. Non, c'est compliqué. Alors la levée, tout à l'heure il y avait une question sur les types d'actions, donc c'est les mêmes types d'actions entre la partie qui est vraiment sur le crowd equity et la partie qu'on fait auprès de VC, de Family Office et de Business Angel plus classique, c'est vraiment les mêmes actions. Et donc là la manière dont on va structurer, donc là suite à la subvention de la Commission européenne, en fait on a déjà commencé cette phase de déploiement, donc l'équipe a doublé sur l'année 2021. Là, on a encore quelques recrutements stratégiques à faire. Il y a un nouvel ingénieur qui va rejoindre l'équipe et on va notamment avoir sur la phase de commercialisation un directeur commercial qui a la connaissance des marchés publics pour permettre vraiment de nous projeter dans le déploiement. Et ensuite, ça va être beaucoup d'investissements sur la production et la fabrication de mobilier urbain lors de la commercialisation, et ensuite sur la partie technique, d'avoir des techniciens qui puissent gérer les opérations des systèmes, ainsi qu'une équipe commerciale qui soit un peu plus fournie. Merci beaucoup. Alors, je vais prendre la dernière question de Kevin. Peut-on, en plus de l'investissement à titre privé, vous proposer des débouchés commerciaux avec qui communiquer? Donc, je vais peut-être y répondre dans un premier temps. Bien sûr, je pense que c'est aussi l'essence, l'ADN du crowdfunding, c'est au-delà de l'investissement financier, c'est créer une espèce d'écosystème qui puisse apporter non seulement de l'argent, mais aussi des débouchés commerciaux, de l'aide sur la partie technologique, etc., aux dirigeants, aux entrepreneurs qui viennent se faire financer sur WeSeed. Donc, je pense que Sandra, si vous voulez ajouter quelque chose, je vais vous laisser, mais vous pouvez déjà, bien sûr, nous écrire et nous, on vous transmettra avec plaisir les coordonnées des dirigeants.
Sandra, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Non, non, bien sûr, et c'est une des raisons pour lesquelles, pour nous, c'est super de faire du crowdfunding, c'est que ça nous crée aussi une communauté d'ambassadeurs qui ont chacun un métier, qui ont chacun des idées, et donc nous, plus les opportunités arrivent, plus on les prend. On ne peut pas aujourd'hui aller au bout de toutes les opportunités qui nous arrivent, mais par contre, c'est hyper important pour nous de toutes les étudier et pour à la fois se projeter sur les utilisations potentielles du marché et sur nous challenger aussi, nous, sur ce qu'on est capable de faire ou non aujourd'hui avec de la bioluminescence et demain. Donc, on est évidemment ouvert à toutes les opportunités. Alors, je vais prendre une nouvelle dernière question, mais ça sera la dernière. On a déjà répondu à plus d'une quarantaine de questions. Je ne l'avais pas vue parce qu'elle était dans la mauvaise catégorie. Bonjour, avez-vous parlé des températures basses? Quid des périodes de canicule? Jusqu'à quelle température extérieure les bactéries peuvent survivre? On y a répondu en tout début de live. Je pense que vous pouvez finir par ça parce que c'est un élément capital dans votre solution. Donc, c'est capital la gestion de la température, effectivement, dans notre solution. En fait, on a une cuve d'eau remplie d'eau douce qui est juste en contact avec la cuve de bioluminescence. Et en fait, donc, l'hiver, grâce à l'eau des réseaux, ça permet de créer une inertie thermique. Et donc, l'eau à l'intérieur du système est égale à la moyenne entre la température la plus chaude et la température la plus froide de la journée. Donc, on n'est jamais ni au pic ni au creux à l'intérieur de notre système, et ça, c'est essentiel de bien le comprendre, d'où le fait que la bioluminescence ne peut pas geler et ne va pas non plus bouillir. Et ensuite, lors des phases de canicule, en fait, juste pour récupérer de l'eau fraîche, on vide cette cuve et elle est directement remplie avec l'eau des réseaux qui est en général aux alentours de 10-15 degrés. Sachant que comme de toute façon à l'intérieur du système, on a la moyenne entre le jour et la nuit, on est quand même sur une moyenne qui dépassera rarement en fait les 25-30 degrés, et nos bactéries font de la lumière sans aucun problème et ont une croissance qui est bonne dans ces températures-là. C'est d'ailleurs beaucoup plus simple d'avoir une bonne croissance à 27-30 degrés que d'avoir une bonne croissance à 5 degrés, 10 degrés. Ouais. Donc les températures chaudes sont moins un sujet, d'une part parce qu'on dit que c'est entre le jour et la nuit, et donc finalement ça ne dépasse jamais les 30 degrés, et qu'on est capable de faire de la lumière sans aucun problème jusqu'à 30 degrés. Et que nos bactéries font de la bioluminescence de nuit, donc la journée, ce n'est pas vraiment un problème si elles ne font pas de bioluminescence. Et également sur les températures nocturnes en hiver. Aujourd'hui, nos bactéries sont capables de faire de la bioluminescence aux alentours de 10 degrés, sachant qu'en dessous de 10 degrés, elles font quand même de la bioluminescence, juste elle est un peu moins intense. Et du coup, on a toujours cette perception de lumière également. Très bien. Je vous remercie, Sandra et Florence, pour votre présentation, pour vos réponses. Je rappelle à l'ensemble des WeSeeders et aux investisseurs qui nous écoutent que Glowy est actuellement en collecte sur la plateforme WeSeed, donc jusqu'à mi-mars. Et donc, je vais laisser la parole, en tout cas, Sandra et Florence, s'adresser une dernière fois aux personnes qui assistent au live. Non, merci de nous avoir écoutés. On a vraiment hâte de pouvoir partager cette aventure. Pour nous, c'était vraiment une super opportunité de pouvoir tous vous accueillir dans l'aventure. Ça nous tenait vraiment à cœur dans cette levée de fonds qui était déjà un peu structurée de pouvoir remettre une partie en crowdfunding. Et donc, voilà, on vous attend aux côtés d'autres investisseurs, à la fois des investisseurs professionnels, mais aussi une communauté d'investisseurs privés qui aujourd'hui est quasiment de 1500 personnes avec les différentes campagnes qu'on a faites. Donc, on est hyper content d'embarquer tout le monde avec nous, et on a hâte de pouvoir partager notre succès avec vous. Merci à toutes les deux. Merci aux investisseurs. Je vous souhaite une très bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir.